garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, qui est sans Dieu cette voix de la fédération anarchiste, sans maître cette voix de la fédération anarchiste et sans publicité cette voix de la fédération anarchiste. L'émission Arakaï, qui va se consacrer aujourd'hui, mardi 16 juin, c'est juin, c'est pas juillet encore, aux faussaires. On l'a intitulé d'ailleurs avec une intelligence assez bluffante, les faussaires. Voilà. Vous venez d'entendre évidemment nos camarades de Noir Désir dans le temps des cerises, un temps des cerises devenu pour vos oreilles sensibles un espèce de drogue à l'accoutumance. Pour cette émission qui se veut, ou qui se voudrait, ou qui espère être en tout cas, un regard en marge sur l'art. Et c'est pas trop difficile en ce moment d'être en marge sur l'art, parce que l'art n'a jamais été aussi marginal qu'aujourd'hui, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne, et là, eh bien écoutez, il n'y a pas vraiment de grand changement. Petite citation pour se mettre dans le coup, si on peut dire. Il y a une gymnastique du faux. Et gymnastique, ça vous dit quelque chose? 1, 2, 1, 2. Un sophisme. Pouvez-vous nous dire, chers camarades, Piquet-Coup, qu'entendons-nous par sophisme? Par sophiste, alors c'est Socrate qui décriait très fort les sophistes qui prenaient pour des imposteurs. Voilà. Alors, quand Hugo dit qu'un sophiste est un faussaire, et un faussaire, bon, moi j'ajouterai un imposteur, et dans l'occasion, ce faussaire brutalise le bon sens. Ça, je pense que ce serait plutôt aux politiques que ça s'adresserait, qui sont des faussaires professionnels dans tous les partis, dans tous les temps, etc., etc. Cette citation de Victor Hugo a été puisée dans L'Homme qui rit, qu'il a écrit en 1869. Oui, c'est pas tout jeune, mais c'est toujours d'actualité. Ouais, en fait, Socrate accusait les sophistes de savoir manipuler la langue avec des arguments fallacieux. Voilà, on pourrait évidemment bien l'appliquer à nos politiques, ce qui n'est pas l'objet principal de cette émission, mais pourquoi pas en profiter pour dénoncer une fois de plus ces oiseaux. Voilà. Moi déjà je dis bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais, elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait,
mon fils aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient maintenant. Voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. C'était Michel Buller en Palestine. Oui, pour évoquer avec vous un sujet d'actualité, mais vraiment d'actualité. J'avais prévu de vous parler de la Palestine, bon, mais cette chanson de Michel Buller peut aussi bien servir pour ce papier d'aujourd'hui qui n'est pas consacré directement à la Palestine, mais indirectement, bien sûr que oui. Voilà. Figurez-vous qu'il est 2h30 du matin, 2h30, 3h, c'est la nuit. Vous êtes chez vous. Vous êtes plus ou moins réveillé par des bruits qui proviennent du couloir de l'immeuble où vous habitez. Voilà, vous vous levez, et à ce moment-là, votre porte explose. Sous les coups de boutoir d'une bande de forcenés habillés en noir, cagoulés, pour qu'on les reconnaisse, hein, parce que bon, faut dire que ce qu'ils font, c'est tellement pas joli qu'il vaut mieux qu'on les reconnaisse pas. Eh ben, c'est les oiseaux du raid, voilà, qui sont là. Vous savez, le raid, cette espèce de groupe de paramilitaires, de gendarmes, soi-disant d'élite, je dis bien soi-disant d'élite, enfin qui interviennent quand il y a des choses, c'est eux qui sont intervenus pour liquider Mera, c'est eux qui sont intervenus pour liquider les deux tueurs des gens de Charlie Hebdo, etc., etc. Vous voyez, ils sont toujours une bande super armée, super musclée, etc., avec hélicoptères et tout ce qu'il faut, pour réduire à l'état de cadavre des êtres humains qui n'ont pas fait toujours des choses très jolies, mais bon, qui méritaient au moins l'intelligence, ça serait de les arrêter vivants, de manière à pouvoir remonter jusqu'au donneur d'ordre, s'il y en a, etc. Mais bon, comme ils sont pas très intelligents, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont même carrément crétins, ils préfèrent tuer d'abord et on cause après. Voilà. Alors donc, cette bande de pignoufs explose la porte d'un homme qui s'appelle Pierre Stamboul. C'est le coprésident de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. Voilà. Donc, un dangereux terroriste. Hein. Faut reconnaître qu'il n'y a pas plus terroriste que ceux qui militent pour la paix, que ce soit en Palestine, que ce soit ailleurs dans le monde. Il
il y a des organisations, comme on dit, des ONG qui sont aussi pacifistes, qui luttent pour la paix. Et il n'y a pas pire pour les gendarmes que des gens qui luttent pour la paix. Attention, hein. Pour nos politiques aussi d'ailleurs. Hein. Alors, voilà. Et qu'est-ce qu'il avait fait, ce dangereux terroriste? Eh ben, les gens du raid, les pignoufs du raid, ont reçu un coup de téléphone de Stamboul, justement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui leur disait que il allait tuer sa femme, etc., etc. Alors donc déjà, les mecs, ils commencent à se préparer là tout de suite. Attention, hein, tout de suite, magasin d'armement, etc., etc. On est prêt à partir. Un deuxième, alors il rappelle le numéro, et le mec, il leur dit, oui, ma femme, je viens de la tuer d'ailleurs. Bon. Pierre Stamboul, hein. Alors il rapplique, évidemment, là, ils sont très véloces, hein, dans ces cas-là. Et s'ils avaient défoncé que la porte de Stamboul, c'est déjà gravissime, mais ils se sont pas contents de ça, parce qu'ils savaient pas où il était. Ils savaient pas qui c'était. Alors ils ont d'abord défoncé la porte de quelques voisins pour les terroriser, les interroger, dont une dame qui savait plus où elle en était, qui savait même pas que son voisin s'appelait Stamboul, et qui était sur son ordinateur tout de suite, et qui en 2 clics, elle a trouvé qui c'était. Les gendarmes, ils ont même pas pensé à ça. C'est trop compliqué pour eux. Hein. Faut pas demander à des gens qui ont un QI qui est voisin de celui de l'araignée que de réfléchir à des choses comme ça. Je crois que l'araignée, quand même, elle a peut-être un QI un peu plus élevé. Bon, enfin, voilà. Quand même, le Stamboul dit, bah non, ma femme, parce qu'il l'interroge tout de suite, hein, la brutalité, menottes, etc. Puis des menottes qui font mal en général. Hein. Chaque fois que vous bougez, ça se resserre un peu plus, ça vous scie les pattes, les mains, les poignets. Voilà, vous avez été votre femme. Non, ma femme, elle est à côté de moi, la femme qui était complètement terrorisée, évidemment, qui était bien vivante. Alors là, il y a un moment de flottement dans la troupe de Béotien, là, voilà. Hein, et au bout de quelques minutes, ils se rendent compte que bon, ils se sont plantés quand même. Mais ça leur aurait dû s'arrêter là, avec des excuses au minimum de cette bande d'affreux là, mais pas du tout, pas d'excuses. Ils téléphonent aussi sec au commissariat du 8e arrondissement de Marseille, parce que tout ça se passe à Marseille. D'ailleurs, ça ne pouvait se passer qu'à Marseille, de mon point de vue, hein. Et c'est les comment dirais-je, les arbalétriers du roi qui reprennent le manche, voilà, ils emmènent Stamboul donc en garde à vue tout de suite. Voilà, il a été interrogé une fois, on n'a même pas voulu savoir s'il se passait, rien du tout. Ils l'ont gardé 8 heures comme ça en tôle, dans une tôle pas fraîche, hein, qui sentait le pipi, le caca, le vomi, tout ce que vous voulez. Les tôles françaises, c'est ça en général, hein, et même en particulier. Ils l'ont relâché vers 11h du matin. Et Pierre Stamboul attend toujours des excuses des institutions, et je crois qu'il pourra attendre longtemps. Hier, il était convoqué, je crois qu'il devait aller à la préfecture rencontrer le préfet, mais j'ai pas eu de nouvelles fraîches depuis. Enfin voilà. Voilà l'histoire, mais elle n'est pas arrivée qu'à lui, elle est arrivée à trois autres français, Jean-Claude Lefort, un ancien député, un ancien député, à Eva Labuc et à Vincent Lietchi, qui ont aussi subi ce genre d'avanie pour rien non plus, parce que je vais pas vous faire lanterner trop longtemps. Il y a derrière tout ça, il y a une espèce de taré, le mot est faible, qui vit dans un état voyou. Je parlais par là d'Israël. C'est donc un Israélien, un franco-israélien qui est là-bas et qui régulièrement comme ça pirate les téléphones de gens comme ces pacifistes qui sont des juifs, hein, attention, mais qui se battent pour une paix juste en Israël et en Palestine, enfin bon, qui sont des gens de mon point de vue remarquables. Et alors, comme ça, il les dénonce aux autorités, etc., etc. Il monte des coups. Il est très content de lui, apparemment, voilà. Et c'est toujours le même. Ces 4 personnes que je vous ai citées, ce sont des victimes de cet abruti. Et on ne peut rien faire, puisque vous savez qu'Israël n'extrade pas ses ressortissants. Et que, si vous voulez, avec le gouvernement actuel, c'est pas demain la veille que le mec, il sera même mis là-bas, jugé, etc., etc., puisqu'en ce moment,
on sait bien que le gouvernement israélien est à la manœuvre pour essayer de décrédibiliser ou d'enlever des pouvoirs à la Cour suprême israélienne, qui est vraiment, tant qu'elle existe en tout cas, c'est elle qui revient toujours aux fondamentaux de la création de cet État et qui rappelle à l'ordre ou qui remet en liberté des gens indûment mis en cabane, torturés, etc., etc. Bref, la Cour suprême, ça fait chier ces gens-là. L'extrême droite israélienne religieuse, et donc ils essayent de la foutre en l'air plus ou moins, quoi. Ça va pas se faire tout de suite, mais en tout cas ils y travaillent. Donc cet abruti, donc le nom, je sais même pas si c'est Ulcan, je crois. Ulcan, oui, c'est son pseudo Ulcan, c'est pas son nom. Je répète, c'est un franco-israélien. Voilà. Alors tous les gens qui prennent des positions et qui sont relayés, qui sont un petit peu connus, comme Pierre Stamboul, eh bien, il essaye de leur faire subir des choses comme ça en les dénonçant, en manipulant les flics, etc. Mais je veux dire, si la police des polices, les super-héros de la police et de la gendarmerie sont même pas capables de vérifier les sources et sont même pas capables d'éviter de se laisser manipuler d'une manière aussi grossière, on peut s'inquiéter. Ouais. Mais il faut préciser que justement Pierre Stamboul avait un débat prévu le soir même justement de son arrestation. À Toulouse, ouais. C'est une des explications probables pour laquelle on a voulu l'empêcher de faire ce débat. Et justement, donc je viens de voir là toujours sur ce site de l'Union juive française pour la paix que Pierre Stamboul ne désarme pas. Donc c'est vendredi 19 juin à partir de 20h donc à Aubagne, il y aura bien un débat qui sera animé par Pierre Stamboul donc sur la situation en Palestine et au Moyen-Orient. Oui, je rappelle que seul le Parti communiste français est monté au créneau pour dénoncer ça. Il faut quand même le faire. C'est le seul parti pas les socialos, surtout pour. Alors là, eux, ces trucs-là, c'est pas ça les concerne pas. Les grands médias, niet, Le Monde, tout ça, personne n'a parlé. Alors la honte, c'est que le Figaro, lui, il y a eu un entrefilet dans le Figaro. Non mais là, il faut le faire déjà. Mais pas tous ces journaux de gauche bien pensantes, le Figaro, Le Monde, Libération, L'Express, le Nouvel Obs. Tous ces trucs de bobos de gauche bidon, non, là, ils n'ont pas dû parler. Les radios non plus, sauf la télévision, sauf le journal de France 3 Provence. Alors un chapeau aux journalistes et à la rédaction de France 3 Provence qui s'est mouillé, qui a interrogé Stamboul, qui habite évidemment à Marseille. Et là, on a vu un petit film de cette émission de télévision où on voit évidemment les portes fracturées, on voit etc. Voilà. Alors je répète, le Parti communiste français qui s'est bougé les fesses, le Figaro, là je me marre. Et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, la télévision, qui a fait un reportage là-dessus. Voilà. Alors, on peut clairement défoncer les portes des citoyens la nuit, terroriser tout un immeuble, etc., sans aucune conséquence ni excuse de la part de la police ou des autorités sous laquelle la police dont la police dépend en tout cas. Et voilà, et violenter des gens, etc., sur des informations non vérifiées, d'un espèce de délinquant international qui est baugé dans un État voyou qui s'appelle Israël, voilà. Et ça, c'est aujourd'hui en France, notre pays de soi-disant de liberté, mon cul, un pays où la majorité a voté. Probablement avec l'opposition, ces choses-là me passent à 26 000 au-dessus de la tête, mais pour la loi sur le renseignement, etc., et si ça marche pas, on prend le 49.3 puis on y va. Bon, mais je pense que là, ils n'ont pas eu besoin du 49.3. Là, tout le monde était content que les flics aient de plus en plus de pouvoir et de plus en plus de... Bon, on va bientôt être une espèce de succursale d'une dictature sud-américaine. Pourquoi sud-américaine, c'est bizarre ça, parce que là-bas il y a eu pas mal de choses comme ça. Voilà, c'est les bonnes nouvelles pour ce matin. Vous en ferez votre profit. Ouais, on peut ajouter que Pierre Stamboul soutient tout ce mouvement qui s'appelle BDS, un boycott des investissements sanctions, donc qui appelle effectivement à boycotter les produits qui viennent d'Israël. Voilà.
Allez, maintenant, notre camarade Piquet-Chou, jamais on reste à vous parler d'un truc qui est pas triste non plus. Ouais, c'est pas tellement plus gai. Donc c'est un journal qui est paru dans le journal L'Âge de Fer de ce mois de juin. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé de L'Âge de Fer. Donc voilà, c'est l'occasion d'y revenir. Je précise que L'Âge de Fer, c'est un petit journal qui est mensuel, qui coûte 1,50 € et qui est fait par une SCOP. Il y a des journalistes professionnels. Et il y a toujours des articles donc sur l'actualité écologique, agricole, avec pas mal de choses quand même qui fonctionnent. Sauf qu'il y a des articles qui dénoncent. Donc celui que je viens de trouver. Donc c'est quand l'agriculture effectivement loue des bras corvéables à merci. Donc maintenant, plus besoin de s'enquiquiner avec des contrats de travail. Il suffit de régler une facture pour utiliser des bras d'ouvriers agricoles migrants saisonniers. Donc comme dans un catalogue, on choisit, on utilise et puis on paye la note. On se pose pas de questions. Si un ouvrier ne convient pas, on le change. On le regarde s'ils ont des bonnes dents, etc. Non. Peut-être. Comme dans les marchés aux esclaves. Ouais. Voilà, tout ça, c'est par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire qui sont basées en Espagne. Ce sont elles qui proposent ces services et plus particulièrement cette entreprise qui s'appelle donc Terra Fecundis. C'est une entreprise qui se porte bien. Le chiffre d'affaires de cette entreprise est au beau fixe, puisqu'elle en est à plus de 40 millions d'euros après une quinzaine d'années d'existence. Et on peut quand même préciser qu'une bonne partie de ces bénéfices provient quand même de notre beau pays, où elle envoie des manœuvres, donc maintenant boliviens, péruviens, colombiens et surtout équatoriens. Ces travailleurs, effectivement, remplacent les travailleurs marocains et tunisiens. C'est souvent ceux dont on parlait, qui étaient sous contrat à l'Office des migrations internationales. Donc c'était un contrat, ils n'étaient pas très bien protégés, ni très bien payés, ils étaient quand même corvéables à merci, mais certains ont pu être défendus par des syndicats et des associations, et plusieurs procès ont été gagnés. Donc résultat des courses, ça plaît pas trop à tous ces exploitants qui en profitaient. Donc au lieu effectivement de réfléchir aux conditions de travail de ces ouvriers, maintenant les exploitants ont recours à des entreprises comme Terra Fecundis. Donc ils expriment leurs besoins en nombre de bras, de jours et d'heures qui sont facturés à l'heure entre 15 et 17 €. Ça, c'est ce que touche l'entreprise, c'est pas ce que touchent les travailleurs, bien sûr. Et donc, plus de démarches administratives à accomplir. Puis, si un ouvrier est défaillant, on passe un coup de fil et puis il est remplacé. Donc, voilà, l'homme est transformé en outil. Et l'Union européenne, qui excelle dans la langue de bois, a trouvé un très joli terme pour tout ce petit business. Il appelle ça, c'est de la migration circulaire de travail ou du partenariat pour la mobilité. Et lorsqu'ils sont au travail, ces travailleurs touchent des avances de 150 € tous les 15 jours pour pouvoir quand même se nourrir. Et le reste, normalement, est payé en Espagne. Sauf que là, il n'y a aucun suivi qui est possible. Donc, on ne sait pas du tout s'ils touchent vraiment le solde de leur travail et si les heures supplémentaires sont bien comptabilisées, car elles sont effectivement très nombreuses. En juillet 2011, on peut souligner qu'un travailleur équatorien est mort de déshydratation dans une entreprise des Bouches-du-Rhône. Et Terra Fecundis, elle s'enorgueillit de ne jamais avoir eu de sanction après des inspections. Effectivement, elle a su se glisser dans les failles du système, aidée par une poignée de juristes. Et une fois de plus, avec la concurrence mondiale, c'est la main-d'œuvre qui reste cette variable d'ajustement pour faire des bénéfices. Et les exploitants semblent satisfaits de ces ouvriers sud-américains. Apparemment, les équatoriens, qui sont reconnus travailleurs et compétents, qui ont perdu leur ferme dans leur pays d'origine et qui n'ont d'autre choix effectivement que de louer leur force de travail. Voilà. Et alors, c'est pas si vous voyez le ricanement sémantique, si on peut dire, Terra Fecundis. On n'a pas besoin d'être un expert en langue pour comprendre que c'est terre féconde, terre, qui produit, etc. Non, mais les mecs, ils ont aucune, c'est sans vergogne, quoi. C'est c'est même dans l'intitulé de leur société d'exploitation de la main d'œuvre misérable du monde, là, voilà. Et ça, vous savez ce qu'a dit, puis il coûte 40 millions de chiffre d'affaires ou de bénéfices, je sais pas quoi. Bref. 40 millions, ouais. Ouais. Alors ça a commencé par être les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Après, ça a été les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. C'est ce que j'ai connu quand j'étais dans le Sud, en tout cas dans les latifundas du Sud, là où ils les exploitaient déjà à mort.
Et puis quand ils se baladaient sur les routes la nuit, ils étaient fauchés à coups de batte de baseball par des bagnoles, des gens très humains. Hein. Non, ils faisaient ça pour qu'ils passent une bonne nuit. Voilà. Et maintenant, c'est l'Amérique du Sud. Hein, faut que les mecs ils font 5 ou 6 000 kilomètres pour venir en Europe pour se faire bastonner comme ça en Espagne. Bravo l'Espagne, ça changera pas. Hein. Parce que nos exploitants français du sud de la France sont très contents de les embaucher. Bien sûr, oui. Alors donc ils sont très mal logés, ils sont transportés. Alors un jour ils peuvent être dans les Bouches-du-Rhône, le lendemain dans un autre dans le Vaucluse, après dans la Drôme. C'est Federa Fecundis qui a des bus qui les emmènent faire leurs courses au supermarché. Donc, voyons. Voilà, tout est pris en charge. C'est comme les travailleurs Avant, j'avais un ami qui vivait dans une cité du côté de Neuilly-Plaisance là-bas. Et il y avait les ouvriers de chez Citroën qui étaient à ce moment-là des Turcs. Eh bien, c'est pareil. Il y avait un car qui les emmenait le matin à l'usine, qui les ramenait le soir dans ces cités que Citroën gérait certainement. Voilà. Ils ne sortaient jamais du circuit. Voilà. Ils étaient tout le temps encadrés. Bravo. Non. Alors nous, ça veut dire qu'après, effectivement, dans la mesure du possible, quand on fait nos courses, on peut essayer de favoriser des produits qui viennent d'une agriculture paysanne, si on peut connaître un peu tout le lien, tout le cheminement des produits qu'on consomme, dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, plus respectueuse de l'être humain, en tout cas. On peut dire quand même, sans risque de se tromper beaucoup, qu'évidemment l'agriculture biologique n'a probablement pas des méthodes comme ça, mais on n'en est pas sûr à 100%, évidemment. Hein. Ouais, moi je ne dirais pas ça, parce que je pense que le bio est tellement récupéré que du bio de supermarché ou d'hypermarché en fait n'est pas plus éthique. Il n'est pas plus éthique, d'accord. Il n'est pas plus éthique. Je pense qu'il n'est pas. Effectivement, il n'y a pas de pesticides parce qu'il y a quelques contrôles, mais au niveau de l'éthique, à mon avis, on est dans les mêmes, les mêmes mauvais traitements. Même rapport, oui. Et si Piquet le dit, vous pouvez d'accord, parce qu'elle n'est pas critique du tout. Hein, elle vit dans un monde bisounours. Hein, alors bon, oui, enfin pour rigoler, évidemment. Avec une pêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant. Avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant. Il s'en allait pêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours péchant, toujours péchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger Jean. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. C'était les Têtes Raides qui interprétaient Pauvre Martin. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité. L'émission Araka, qui est consacrée aujourd'hui à des, moi je les appelle des Robin des Bois modernes, voyez-vous, des travailleurs de la nuit contemporains, enfin en tout cas même s'ils travaillent pas la nuit, voilà, je veux dire les faussaires, voyez-vous. Et tout de suite, si vous voulez, Shlomo, alias Roro, alias la tête de Turc, va vous parler d'une famille. Alors là, d'une famille, c'est top niveau, hein. Papa a 82 ans, maman a 81 ans et fiston en a 49. Voilà. Alors, le fiston, c'est celui qui bricole et le papa et la maman, c'est eux qui fourguent. Et ça se passe tout ça dans un petit village d'Angleterre.
Mais alors, un petit village paumé, hein, un trou du cul du monde, hein, que personne ne connaissait avant, qui faisait ces espèces de gloire, de gloire locale. Voilà, c'était célèbre pour son club de foot, où a évolué quand même Anelka. Bon, Bolton, dans la banlieue de Manchester. Voilà, maintenant c'est Bolton et célèbre pour ses faussaires. Bon, je vous ai dit, hein, papa Georges, 83 ans, c'est 80 ans. Maman, qui s'appelle Olive, faut pour 82 ans, ça s'invente pas. Hein. Et le petit Sean, non, c'est pas 42, 47. Voilà, le faussaire, c'est lui. Hein. Il est décrit comme un homme trapu, blafard, qui n'a jamais eu d'emploi et avait échoué à entrer dans le corps des Royal Marines parce qu'il ne savait pas nager. Non. C'est un autodidacte, hein. Il a quitté l'école à 16 ans, le petit Sean. Hein. Et il a réalisé depuis environ 120 fautes. Enfin, depuis 1989, surtout, il s'est quand même adonné complètement à son hobby. Et pour tout ça, il a été condamné à 4 ans et 8 mois de prison ferme. Papa et maman, qui étaient chargés donc d'écouler la marchandise, mais pas seulement, parce que maman, elle faisait des recherches aussi dans les bibliothèques, etc., pour trouver des histoires qui permettaient de réaliser des faux, qui n'avaient... d'ailleurs, c'est carrément des créations, hein, c'est pas des faux d'après, c'est des créations. Il travaillait surtout d'après des descriptions livresques d'objets d'art qui auraient existé, mais qui auraient aussi disparu de la circulation. Voilà. Alors ça allait de... Alors oui, la maman, oui, c'est ça, la maman, elle s'occupait de ça, et le papa, il s'occupait d'écouler, lui. C'était, voilà. Alors, qui pouvait se méfier d'un petit vieux, faut voir le père Sean, 83 ans, hein, on n'a pas envie, on peut pas imaginer une seule seconde que ce soit un escroc faussaire, et sa maman, Olive, en plus, hein. Bon. Alors leur trafic durerait probablement toujours aujourd'hui si le petit Sean n'avait pas fait une faute d'orthographe en sumérien sur une plaquette. C'est un expert de Sumer. Sumer, vous voyez, c'est en Assyrie, l'Irak actuel, voilà, tout ça, où il y avait des plaquettes, c'est des petites plaquettes en argile gravées en sumérien, etc., etc. Bon, bref, il gravait pas que les plaquettes, il gravait les sculptures, tout ça, et Sean, il s'était adonné à la sculpture sumérienne. Voilà. Alors, oui, bon, je ne vais pas vous faire le détail, ça va donc des antiquités égyptiennes, assyriennes, etc., jusqu'à des peintures plus récentes, hein, de copies de choses, complètement farfelues. Ils ont quand même cette sculpture égyptienne qu'ils ont daté de 1300 avant Jésus-Christ, les experts, attention, hein. Elle était plus belle que son équivalent du Louvre. Répétez. C'est ceux qui, c'est la princesse d'Amarna. Hein. Elle était acquise en 2003 par le musée de Bolton, je crois. Elle était estimée au moins 1 million de livres sterling, c'est-à-dire 1,34 million d'euros. Et le Bolton Council l'a obtenu pour 439 000 livres, l'équivalent de 590 000 euros, quoi, à peu près. Ouais, une affaire. Sauf quand on a appris qu'elle avait été sculptée par Sean dans le jardin familial. Il avait un petit appentis de jardin et il sculptait là-dedans, voilà. Non, mais il faut voir ça parce que vous pouvez évidemment peut-être le voir sur le net, cette petite famille, c'est assez touchant. et c'est un journaliste d'Art Newspaper, Martin Bellet, qui a été le premier à localiser la bande de Jean Foutre, là. Voilà. En regardant cet objet-là, et alors ici, c'est pas cet objet-là, c'est un autre truc plus récent, attribué à Gauguin, un faune, voilà. Alors là, ils ont trompé tout le monde, et si vous voulez, comment dirais-je, les plus grands experts, les plus grands machins, les galeries, etc. Ils ont trouvé justement que cette sculpture de Gauguin. Elle a existé. Ils ont trouvé des écrits qui disaient... Des dessins, en fait, seulement. Oui, des dessins.
Et donc, le Fifi l'a faite, mais avec un zizi qui était pas tout à fait conforme à l'idée qu'on se faisait de Gauguin, parce que Gauguin était un joyeux de rire, hein. Il multipliait les conquêtes féminines. Et alors les experts, non mais ils ont réponse à tout. Oui, c'est parce que bon, il aimait pas son beau-frère. Alors il l'a représenté, c'est une représentation de son beau-frère. Il pensait qu'il lui a fait une petite quéquette, etc. N'importe quoi. Voilà. Alors rares sont ces historiens d'art. Il y en a un qui s'appelle Otto Kurz, membre du fameux Institut Warburg, qui s'est sérieusement plongé sur le problème des contrefaçons. Il a écrit un bouquin, Faux et faussaires, édité par Flammarion en 92. Jean bégaye. Voilà. Et là, il paraît qu'il faut le lire parce que on comprend pourquoi, sauf à soumettre les œuvres à une batterie de tests scientifiques, il est presque impossible de détecter un faux bien fait. Voilà, parce que il y a les grandes institutions comme le Louvre, par exemple, le MoMA à New York ou la Tate Gallery, ils ont le matos. Mais évidemment qu'un expert, qu'une galerie, qu'un commissaire des ventes, etc., ne sont pas équipés de la même manière. Et que, comme vous le confirmera probablement Piquet-Coux, qui va y mettre son grain de sel, je la sens trépigner dans la régie, hein, que si vous voulez, les gens qui aiment l'art, les collectionneurs, les commissaires priseurs, les galéristes, les antiquaires, les musées même, eh bien, ils sont à la recherche toujours de la pièce qui manque, de l'objet mythique qui aurait existé mais qui a disparu, etc. Et que pour les faussaires, c'est vraiment comme ça qu'ils peuvent exister, c'est parce que ils tombent en face d'eux, comme interlocuteurs, ils ont des gens qui attendent ces pièces-là, voyez-vous, qui les attendent. Ils sont, et voilà, et il fait, c'est une espèce d'envoûtement. Et les mecs, ils voilà bas. Bon, voilà. Et t'as pas dit, si j'aime bien comme petite anecdote, où est-ce qu'il fait ses courses, Sean? Ah oui, il fait ses courses dans un supermarché de bricolage, hein, avec son petit cabas, son petit caddie, et puis il prend des articles que tout le monde peut trouver, hein. C'est pas un truc extraordinaire. Et je vous dis, il travaille dans son abri de jardin. Ils ont retrouvé sur le réfrigérateur un petit four pour fondre les métaux précieux. Ils ont trouvé, vous voyez, il a son petit matériel de sculpture là, mais c'est pas un matériel de sculpteur professionnel, hein, c'est un petit truc de bricolo, un marteau, voilà, un machin. C'est des mecs, c'est génial, moi je trouve. Alors ils font du métal, ils font de l'or et tout ça. Ils sont vachement bénéficiaires en plus. Hein, et puis je vous dis, ça paye pas très cher en plus. Et alors des comme la famille de Sean là, comment on les appelle, les Greenorg. Voilà, les Greenorg, eh ben il y en a comme ça. Vraiment beaucoup. Et ça ne date pas d'hier. Je peux continuer? Ah oui, vas-y. Non, parce qu'elle me regarde, elle a l'air de dire, il va encore piquer tout ce que j'ai à dire. Non, mais t'as raison en même temps. Mais oui, enfin bon. Bref, j'ai l'autorisation. Et ça dure depuis, mais ça a toujours existé, les faussaires. Il y a des faussaires célèbres, évidemment, comme Michel-Ange, hein, qui tout jeune, copiait déjà, comment dirais-je, à la fois je retrouve, Michel-Ange, il a copié Ghirlandaio, vous voyez, bon, oui, ça me fait marrer. Il a copié Ghirlandaio, et puis moins connu, Pietro della Vecchia, pastiché à merveille Giorgione. Voilà, le napolitain Colantonio réalisait de magnifiques peintures flamandes. Alors maintenant, tiens, pour prouver que c'est pas des originaux, hein, plus près de nous, les exemples abondent. Alors, oui, je pense sur le couple là, avec les 1500 contrefaçons dans son château, mais il y en a un qui a fait marrer tout le monde. Moi, je m'en souviens. C'est des étudiants de Livourne en Italie. Vous savez, Livourne, c'est là qu'était né Modigliani. Et il y avait une légende qui disait, enfin, on disait qu'il avait balancé dans la rivière de Livourne. Qu'il avait balancé les sculptures, parce que vous savez que Modigliani était d'abord un sculpteur. Il a dû abandonner la sculpture parce que il était tubard et la poussière de marbre, ça lui faisait pour du bien, voilà.
Alors, ces glands d'étudiants, et ils ont balancé dans la fameuse rivière des sculptures bidons qu'ils avaient fait eux-mêmes, voyez-vous. Et puis ils ont alerté la directrice du musée local, et donc elle a retrouvé évidemment, elle a fait draguer le canal, et elle a retrouvé évidemment les sculptures. Et sauf que les étudiants, ils trouveront au moins quelque chose, ça seront contents. Mais seulement ça a été révélé par les étudiants eux-mêmes que c'était une farce, quoi. Et la directrice du musée, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant je ne sais pas combien de temps, complètement terrassée. Et son frère, qui dirigeait la Galleria d'Arte Moderna de Rome, et avait défendu l'authenticité des pastiches. Moi, je les ai vus, les pastiches, hein, c'était pas Jojo, hein. Voilà. Il a été destitué, quoi. Comme dans l'affaire Greenhalgh, le désir de retrouver les œuvres que l'on savait disparues avait été plus fort que l'objectivité scientifique. Voilà. C'est toujours ce qui conduit les hommes, si vous voulez, à aller... il y a eu l'affaire des faux Mondrian aussi, etc., etc. Sauf que les faux Mondrian, l'étoile était censée dater de 1922, et des experts ont si vous voulez, ont analysé les supports en toile qui dataient de 1932. Donc voilà. Mais ça, maintenant, on peut trouver, il y a des moyens, si vous voulez, de détection, mais comme on disait précédemment avec ma camarade Piquécou, si vous voulez, il y a les moyens techniques, tout le monde les a pas. Et puis il y a surtout avant tous les moyens techniques du monde, il y a cette envie des gens de l'art, je parle des artistes, quoique bon, les artistes aussi, ça les démange, de gagner de l'argent comme ça, puisque surtout actuellement, ça devrait y avoir en ce moment il devrait y avoir des vocations de faussaires chez les artistes comme il n'y en a jamais eu, parce que on n'a jamais été dans la merde comme ça. Et d'ailleurs, il y a un des artistes dont va vous parler Piquécou, qui lui est devenu célèbre. Il vend maintenant son art après avoir été faussaire, évidemment. Voilà. Ah oui. Donc camarades artistes dans la merde, Rapinoe sans une ou sans un, à vos pinceaux, à vos crayons, parce qu'il y a aussi des crayons. On peut faire des magnifiques choses de crayons de couleur. Les experts s'aperçoivent même pas que c'est du crayon de couleur et ils vous l'achètent comme des vrais. Voilà. Alors bon. Ouais, non, mais c'est ça, on va voir, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est quand même que, bon, on est face à des gens très doués, quand même, et il y a toute une mise en scène, enfin, est-ce qu'il faut réussir quand même à les écouler, tous ces tableaux. Et donc, je mettrai en ligne, sur la famille Chaude, on a regardé un petit doc, qui doit faire une 50aine de minutes, et là, c'est sympa, parce qu'on le voit travailler, on voit le père, la mère, et je trouve que, dans leur histoire à eux, ce qui est sympathique, contrairement à ceux dont je vais parler, c'est que finalement, ils ont fait tout ce commerce, mais ils sont restés vivre dans leur ville d'une manière presque modeste quand même. Enfin, ils n'ont pas eu un niveau de vie qui a beaucoup changé, contrairement aux deux dont je vais parler, qui ont eu un peu la folie des grandeurs. Voilà. Oui, non, ils sont restés dans leur petite maison de banlieue, vous voyez, une petite maison banale. Ils avaient beaucoup d'argent, mais ils la dépensaient pas. Voilà, ils vivaient comme avant. Moi, je pense que c'est plus le plaisir, si vous voulez, de berner, si vous voulez, de berner la société, quoi, de berner surtout les gens riches, parce que c'est pas les pauvres qui pouvaient s'acheter leur production, qui les motivait, quoi, voilà. Donc, je réitère mon appel à tous mes camarades rapinos, allez-y les mecs, foncez, démerdez-vous, et faites-vous aider par votre compagne, vous la bombardez, documentaliste, archiviste, qu'elle aille dans tous les lieux, à la Bibliothèque nationale, se trouver des informations sur des œuvres qui auraient disparu, et vous lancez dans le boulot, allez hop. Ouais, parce que là, on a même vu, en fait, dans ce même article du Monde, là, dont tu parlais, qu'il y en a qui allaient jusqu'à aller trafiquer les archives pour qu'on retrouve trace des faux qu'ils allaient faire. Ouais, il y a un mec, c'est en Angleterre, il a été trafiquer les archives de la Tate Gallery. Et, si vous disiez, c'est comme le mec, s'il avait trafiqué les archives du Louvre ou d'Orsay, quoi, voilà. Et après, comme ça, il pouvait s'appuyer là-dessus, vis-à-vis auprès des experts pour dire, non, mais vous voyez, dans la Tate Gallery, dans les archives, il y a ça, ça et ça, donc moi, je vous amène le truc. Piquécou, vous a raconté, elle est bien bonne aussi, parce qu'il y a des cas. Il y a aussi des faussaires qui sont des faussaires, mais qui font des faux authentifiés. Mais ça, tu vas nous raconter ça après, Robert. Ouais.
Se découpant sur champ d'azur, la ferme était fausse bien sûr, et le chaume servant de toit, synthétique comme il se doit. Au bout d'une allée de faux buis, on apercevait un faux puits, du fond duquel la vérité n'avait jamais dû remonter. Et la maîtresse de séance, dans un habit, ma foi, saillant, de fermière de comédie, à ma rencontre descendit. Et mon petit bouquet soudain parut terne dans ce jardin, près des massifs de fausses fleurs, offrant les plus vives couleurs. Ayant foulé le faux gazon, je la suivis dans la maison, où brillait sans se consumer un genre de feu sans fumée. Face au faux buffet Henri II, aligné sur les rayons de la bibliothèque en faux bois, faux bouquins achetés au poids. Faux aubusons, fausses armures, faux tableaux de maîtres au mur, fausses perles et faux bijoux, faux grains de beauté sur les joues, faux ongles au bout des menottes, piano jouant des fausses notes, avec des touches devant, pas de ivoire aux éléphants. Aux lueurs des fausses chandelles, enlevant ses fausses dentelles, elle a dit, mais ce n'était pas sûr, tu es mon premier faux pas. Fausse vierge, fausse pudeur, fausse fièvre, simulateur, ces anges artificiels venus d'un faux septième ciel. La seule chose un peu sincère dans cette histoire de faussaire, et contre laquelle il ne faut peut-être pas s'inscrire en faux, c'est mon penchant pour elle et mon gros point du côté du poumon. Quand amoureuse elle tomba d'un vrai marquis de Carabas, en l'occurrence Cupidon se conduisit en faux jeton, en véritable faux témoin, et Vénus aussi néanmoins. Ce serait sans doute mentir, par omission de ne pas dire, que je leur dois quand même une heure authentique de vrai bonheur. Histoire de faussaire par Georges Brassens. Oui, un auditeur vient de téléphoner en disant, non, on ignorait l'histoire, que Fernand Léger faisait des faux Modigliani, mais qu'au verso, il indiquait qu'il signait Fernand Léger. Que je dis qu'on n'est pas loin. Ouais. Alors moi, je vais raconter une autre histoire. C'est l'histoire de Wolfgang Betracchi. Alors lui aussi, c'est un faussaire. Lui, par contre, au lieu de copier des œuvres, il en a créé de toutes pièces. Donc il a abusé aussi les experts et les collectionneurs. Alors Betracchi, c'est un ancien hippie qui était amateur de hashish, de LSD. Aujourd'hui, il a 62 ans, peut-être un petit peu plus. Et il a un look que moi, je n'aime pas spécialement. Il a une grande chevelure blonde, il est un peu sûr de lui, il est beau gosse, quoi. Il a une grosse fortune, apparemment au minimum 16 millions d'euros, sans doute beaucoup plus, qui sont placés dans des dizaines de comptes bancaires. Il roule en Jaguar avec sa femme, il fréquente les palaces du globe, quand ils ne profitent pas de leur grande villa en forêt noire ou dans l'Hérault et de leur appartement d'Andorre ou leur yacht. Bon, ça, moi, du coup, ça me les rend quand même moins sympathiques, mais en tout cas, ce qu'il a fait mérite d'être raconté. Donc, on retrouve encore cette histoire d'élaboration de scénarios complètement romanesques. Alors, Betracchi, lui, il est fils d'un modeste restaurateur de tableaux d'église, qui, pour arrondir ses fins de mois, reproduit des Rembrandt ou des Picasso qu'il vend ensuite en tant que copie de maître.
Donc Wolfgang Beltracchi ne tarde pas, une fois adulte, à marcher sur les pas de son père. À cette différence près, c'est que les toiles qui se met à exécuter à son tour sont présentées comme des originaux, donc sur les marchés aux puces où il allait les vendre le dimanche. Sa femme s'appelle Hélène Beltracchi, donc lui a pris le nom de sa femme. Elle est assistante dentaire, elle est fille d'un conducteur de poids lourd et d'une femme de ménage. Et quand ils se rencontrent, elle tombe sous son charme. Voilà, ils se rencontrent en 1992, elle est impressionnée par son talent et son charisme. Et très vite, le couple s'associe. Donc les œuvres qu'ils écoulent bientôt sur le marché de l'art sont des œuvres inédites. Elles n'ont jamais été peintes par leur auteur, mais auraient pu l'être. C'est là effectivement toute l'intelligence et l'habileté de ce scénario. Donc au lieu de peindre comme les autres faussaires des copies d'œuvres ayant existé mais dont on a perdu la trace, tout en ayant une idée précise de ce qu'elles figuraient, Wolfgang Beltracchi va imaginer les toiles que les artistes auraient choisi d'imiter et de les concevoir, donc auraient choisi de faire. Donc il va faire des nouveaux Raoul Dufy, du Max Spenstein, du Fernand Léger, de l'André Derain, du Kees van Dongen, du Marx Ernst, tout ça, tous ces tableaux-là vont apparaître sur le marché de l'art. Et pendant 30 ans, tous les grands noms du fauvisme, du cubisme, de l'expressionnisme allemand ou du surréalisme vont faire l'admiration des collectionneurs, des maisons de vente aux enchères et surtout des plus grands experts. Donc une telle réussite suppose effectivement, au-delà du sens de l'observation et de la finesse d'exécution qui est quand même nécessaire à tous les faussaires, une capacité de s'identifier à l'auteur, de se projeter dans son imaginaire de créateur. Alors Beltracchi repérait dans des documents d'archives concernant ces peintres non seulement les évocations de tel ou tel tableau disparu dont on ignore l'aspect, comme une nature morte justement de Fernand Léger, donc qui va le faire repérer plus tard, mais aussi tel projet de toile non abouti, telle série entamée qu'on pourrait bien envisager de compléter, telle seconde version d'une œuvre dont le sujet se prête particulièrement bien à une variation sur un même thème. Et Beltracchi colle sur le revers de chacun de ces faux tableaux une étiquette teintée de caféine, d'aspect un peu mat, censé authentifier donc sa provenance historique à la façon d'un label de galeriste. Donc il met en scène sa collection, qu'il appelle Collection Jasper, en prenant sa femme en photo. Alors il a un vieil appareil des années 20, donc il l'a fait poser devant plusieurs tableaux qu'il a accrochés au mur chez lui dans un intérieur bourgeois. Et il a fait passer pour l'épouse d'un soi-disant collectionneur de l'entre-deux-guerres auquel auraient appartenu les fausses toiles donc de maîtres figurant en arrière-plan. Donc c'est une dame très sélecte qu'Hélène Beltracchi dit être sa grand-mère quand elle va donc démarcher ses galeristes et ses collectionneurs pour présenter ces fameux biens familiaux dont elle souhaite aujourd'hui se défaire. Car c'est elle et non pas lui reste dans l'ombre, qui entreprend donc de vendre les faux. Elle rencontre les experts, elle négocie les prix. Donc c'est ainsi que Beltracchi a su utiliser donc l'histoire récente la plus sombre de son pays pour mener la belle vie, c'est-à-dire Hitler et ses sbires, on sait, persécutaient les artistes dégénérés dont ils avaient dressé la liste. Donc Beltracchi n'avait plus qu'à imaginer des œuvres qu'ils auraient pu laisser derrière eux dans leurs ateliers. Donc des milliers de juifs durent fuir l'Allemagne en abandonnant tous leurs biens, et si leurs collections d'art firent le régal des nazis, elles permirent aussi à Beltracchi des années après d'inventer tel ou tel tableau dont on aurait perdu la trace. Donc il a su profiter, ce dont on parlait, de cette quête jamais satisfaite des collectionneurs, d'obtenir toujours plus de nouveaux chefs-d'œuvre et de ce désir de n'être jamais rassasié. Et l'histoire Beltracchi a mis ainsi en lumière donc les failles du marché de l'art, réputé pour sa légendaire discrétion et son opacité, et surtout de ses experts. À commencer par Werner Spies, qui est le spécialiste reconnu de Marx Ernst, dont il fut l'ami proche. Et pour être tout à fait honnête, j'étais heureux d'avoir découvert un tableau de Marx Ernst inconnu jusqu'alors, a expliqué donc l'ex-directeur du Centre Pompidou au sujet du faux intitulé La Forêt. Il s'est d'ailleurs laissé berner à 7 reprises dans cette affaire, induisant notamment en erreur le collectionneur Daniel Philippaki, qui pour acquérir La Forêt a déboursé 7 millions de dollars. Et s'il s'est avéré que Werner Spies touchait une commission à la hauteur de 7 à 8% du prix de vente du tableau dont il avait certifié l'authenticité, l'expert ne fut pas le seul à se tromper. D'aussi grandes maisons de vente telles que Sotheby's, Christie's ou Lamperts ont elles aussi failli dans ce scandale, tout comme de prestigieuses institutions comme le MoMA en tête, qui accrochait un des Marx Ernst peint par Beltracchi dans ses salles. Donc des spécialistes et les scientifiques qui analysent les toiles, les pigments, les châssis ne se font pas berner, comme par exemple ce petit laboratoire de recherche Radgen à Berlin,
qui est dirigé par Stéphane Simon. Apparemment, c'est lui qui a fini par confondre Beltracchi en démontrant que le blanc de titane du tableau rouge avec chevaux qui était attribué à Heinrich Campendonck et daté de 1914 n'était apparu dans le commerce qu'en 1938. Alors moi j'avais lu aussi dans un petit doc que c'était cette spécialiste de Fernand Léger qui, quand la femme de Beltracchi a montré ce tableau de paysage de Fernand Léger, a tout de suite dit non, c'est pas possible. Et donc la femme de Beltracchi insistait pour avoir un certificat d'authenticité, elle lui aurait même proposé un peu de sous, et elle a dit non, moi on m'achète pas, je préfère rester à manger des pommes de terre. Et donc voilà, je sais pas laquelle des deux histoires en fait a fait découvrir Beltracchi. Donc le nombre de toiles encore sur le marché faites par Beltracchi reste encore une inconnue. Ce faussaire a refusé de le préciser, reconnaissant seulement avoir imité une 50aine de peintres. Donc le couple est allé en procès. Il a été condamné en 2011 à 5 et 7 ans de prison. Mais 2 ans plus tard, en fait, il vit à Cologne en semi-liberté, c'est-à-dire que la journée, ils sont dehors et ils passent la nuit en prison. Voilà. Très bien. Et vous voyez qu'il y a de quoi... oui, je suis d'accord avec Piquet-Cou sur ces personnages, oui, qui sont pas... Bon, voilà... Ils sont un peu ordinaires dans leur désir de gloire et de fortune, mais quand même, c'est lui, non, dont l'étoile maintenant valent de l'argent. Non, c'est un autre. Oui, hein, c'est lui. C'est lui, apparemment, qui effectivement, qui est reconnu. Donc, sa cote a monté en tant que peintre. Ouais, alors que c'était pas... Il était considéré comme un peintre sans intérêt, et maintenant, l'argent, ça fait quand même beaucoup de choses. Je pense pas qu'il soit amélioré comme peintre, je connais pas son travail. Il y en a des exemples? J'ai pas regardé, en fait. Ouais, ça va regarder. On regardera peut-être, ou vous regarderez peut-être, voilà. Bien, écoutez, on n'en a pas fini avec les faussaires, hein, parce que, bientôt midi. On a encore, après cette pause musicale, on va encore vous en causer. La grande vie dans les palaces, soyeux les lits, hautes les glaces, couloirs géants, parquets cirés, plateau d'argent et barres lustrées. La grande vie, vaste salon, fauteuil cosy, rideaux profonds, tenue du soir et room service, fin café noir, parfum de vis. La grande vie, talons muets sur les tapis, jardin anglais, après l'amour, sous le champagne, au petit jour, c'est pas le bagne. Aisance d'être, soit qui frémit sur la fenêtre. Dans les rues luisent quelques joyaux. À l'aube grise, un long jour chaud. La grande vie, on se réveille. Dehors mugit le dur soleil. Pas de soucis. Le palace, précieux abri, belle cuirasse. La grande vie, les œufs braisés, évoque l'octi, fumée bleutée. Entre les marbres, bain velouté, pas un seul arbre, Éden muré. La grande vie dans les palaces,
Brigitte Fontaine, Les Palaces. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maîtrise, sans publicité, il y a des choses qui changent pas. Ici, en tout cas, à Racaille, l'émission, vous savez, l'émission qui vous cause ce matin dans le poste des faussaires, voyez-vous. Moi, ça me réjouit parce que je les compare vraiment à des gens qui font de la reprise individuelle, de leur manière. Voilà. Et là, il y a eu un film qui est sorti, je crois, au mois de mars, qui s'appelait Le Faussaire. Ça concerne un homme qui s'appelle Marc Landis et qui se voulait philanthrope, voyez-vous. Lui, il voulait pas gagner d'argent. C'est le faussaire philanthrope, donc. C'est-à-dire qu'il fait des faux. Il va les proposer pareil comme les autres dans des musées, des institutions, etc. C'est lui qui travaille au crayon de couleur aussi. Il va aussi se fournir dans si vous voulez, un magasin de fournitures d'art, là, mais de fournitures d'art, comme il y a en France, il y en a un rue de la Roquette, là, qui s'appelle Le Géant. Il y en a un autre qui s'appelle rue, toujours de la Roquette, c'est rue du Chemin Vert, qui s'appelle Boesner. Il y en a, voilà, etc. C'est des grandes surfaces. C'est assez récent, enfin récent, c'est une dizaine d'années. Grande surface de matériel pour artistes. Et lui, donc, on peut pas le poursuivre, ni le foutre en cabane, parce qu'il a jamais rien vendu. Il donne, il offre, voilà, il est philanthrope. Il a réussi, il a réalisé son rêve de philanthropie et il donne ses œuvres qui sont remarquables aussi, des petits formats, il faut au crayon de couleur, mais pas au crayon de couleur, je suppose. Nous, on essaye de. Il y a le film. Maintenant, évidemment, il passe pas vraiment dans les salles. On peut le trouver, je suppose, en cassette, mais c'est même pas sûr. Non, on ne peut même pas le trouver en DVD apparemment. Ouais. Et sur Internet, il est pas traduit. Il est en anglais, alors on a essayé de suivre un peu, mais c'est pas très intéressant. Je pense que le commentaire est important, là, voyez-vous. Il a une drôle de tronche, d'ailleurs. Il a l'air un petit peu, il est curieux. Il ressemble un petit peu à une peinture de Rustin. On le voit bien sur une œuvre de Rustin avec sa tronche, voilà. Alors, retenez ce nom, Marc Landis, un faussaire philanthrope, on aura tout eu, un faussaire philanthrope, faussaire familial, faussaire, voilà, des faussaires dans les palaces, comme Beltracci et sa femme, là, vous voyez. On a eu des faussaires du Quattrocento avec Michel-Ange, etc. Bon, on a un peu, en même temps, c'est très, c'est un sujet très riche parce qu'il y en a, en cherchant avec Picot, on en trouvait de plus en plus. Mais par contre, Marc Landis, ce qu'il a dû inonder une 15 ou une vingtaine de musées et il faisait les mêmes toiles. Donc il y a des musées qui ont plusieurs fois la même toile. Voilà, c'est ça. Oui. Et à chaque fois, il prenait celle qu'il leur, même s'ils en avaient, ils étaient contents. Bon, les musées ils aiment bien se faire truander, voilà. Alors lui, c'est vraiment la figure vraiment à part, parce que bon, la première motivation des faussaires, je crois, c'est déjà de gagner un peu de maille, quoi, avec leur boulot. et c'est en dehors du fait qu'ils peuvent y prendre un énorme plaisir à travailler, parce que c'est vrai que c'est un métier, artiste, et ces gens-là, ils doivent avoir du métier, parce que bon, on vient pas, sauf pour Sean, voilà, cette famille de faussaires, papa, maman et j'allais dire papa, maman, la bonne et moi, mais c'est un peu ça. Là, lui, il était complètement autodidacte, Sean. Alors que les autres, je suis pas persuadé que c'était les autodidactes, puisque Beltracci c'était un peintre, voilà, comment dirais-je, les trois frères. Maintenant, je vais vous parler, et puis d'autres encore qui étaient des peintres, celui dont va vous parler Pigécou, le faussaire de Vermeer, là. Et là, il y a trois frères, les frères Posine, sont des Russes, qui sont des faussaires officiels. C'est assez drôle comme mot composé, faussaire et officiel. Bon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font des copies d'anciens. Vous voyez, comme si vous allez au Louvre le matin en semaine.
il y a des salles où il y a des copistes. Voilà, ils ont l'autorisation de copier des œuvres. Il faut voir s'il y a du travail remarquable qui est fait, mais jamais à la même dimension que l'œuvre. Il est plus petit, plus grand, mais pas la dimension de l'œuvre, évidemment. Et ils font ça à l'œil. Il n'y a pas de photo, rien. C'est à l'œil qu'ils font ça et c'est magnifique. Il y a certaines reproductions qui sont extraordinaires. Voilà. Et ces 3 frères Posin, qui étaient des artistes professionnels en Russie, qui ont dû se barrer parce qu'ils ont eu des ennuis politiques, et ils se sont réfugiés en Allemagne. Et ils sont mis à faire des copies d'anciens qui revendent à bon prix de 2000 à... Le plafond, c'est illimité. Ils travaillent tous les 3. Mais eux, ils font en taille réelle. Ils font vraiment... Oui, ils font de la taille réelle, mais c'est quand même reconnu comme des reproductions. C'est pas des originaux, hein. Mais on pourrait les confondre avec des originaux, évidemment, parce que c'est vrai. Oui, parce qu'en Allemagne, ils ont peut-être pas les mêmes normes que chez nous, mais au Louvre, en tout cas, on ne doit pas faire des reproductions à la taille réelle. Voilà. Et ces 3 frères Posin, ils travaillent, mais alors c'est invraisemblable. Ils ne boivent pas. Ils n'ont pas de femme, je crois pas. Ils sont pas mariés. Ni femme ni enfant. Ni femme ni enfant. Ils travaillent tous les 3 ensemble, 3 frangins. Ils font vieux baba cool. Rocker, ouais, qui ont noir, cheveux longs. Ouais, c'est ça, qui ont pas mal tété le joint alors que c'est pas vrai du tout. Enfin bref. Et ils ont vraiment une passion pour ce travail et ils produisent, ils ont des commandes régulières d'amateurs qui peuvent pas se payer des originaux parce que les originaux sont dans les musées évidemment, mais qui veulent évidemment avoir des copies. Ça peut être des beaux objets d'art, voilà. Et c'est leur boulot. Voilà. Ils officient en Allemagne et bon, ils gagnent leur vie. C'est des artisans, quoi. Ils se la ramènent pas. Ils n'ont pas d'œuvre personnelle, je crois pas, ou s'ils en ont, on la connaît pas. Enfin... Dans la petite vidéo, on voit ils ont le sous-sol de leur appartement. En fait, il y a leur travail personnel du temps du temps où ils vivaient en Russie. Oui, en Russie. Bon, c'est de la peinture nationale sociale. Non, j'allais dire, je suis con. Non. Du socialisme réaliste, quoi. Vous voyez, c'est pas bandant, c'est comme ce que font les Chinois en ce moment, quoi. Vous voyez, à peu près la même chose. Voilà. Alors, retenez bien ce nom, les 3 frères Posin, P-O-S-I-N, faussaires officiels, en Allemagne, et c'est assez passionnant parce que il y en a un ils font sur le même tableau, ils sont à plusieurs à travailler. Il y en a un qui fait le dessin, il y en a, enfin qui fait le chose au petit carré. Vous savez, c'est une manière de très artisanale et très ancienne de reproduire des dessins avant qu'il y ait des chambres claires, etc. Quoique les chambres claires, c'est très ancien aussi. Et vous tracez des petits carreaux d'une certaine dimension, c'est comme vous voulez, sur votre format, et vous reproduisez, si vous voulez, en tenant compte des proportions des petits carreaux, etc., etc. Il y a des points comme en sculpture, quoi, quand on a un pantographe et qu'on fait des trous dans la sculpture à certaines profondeurs, et c'est là qu'il faut aller avec le ciseau pour pouvoir dégager une forme. Bon, c'est la même chose en peinture, mais au lieu que ce soit en 3D, c'est en 2D, voilà, c'est tout. Alors les 3 frères Posin font ça. On est content pour eux. Ils vivent bien, ils ont l'air très heureux, mais ils jubilent pas non plus. Ils sont très posés, très tranquilles. C'est un peu, même presque inquiétant, parce qu'on a l'impression que c'est des gens qui vivent un peu hors du temps, qui vivent un peu hors de tout, là, qui sont... Ouais, ils ont quoi, 67, 68 et 71 ans. Voilà. Ouais, ils travaillent beaucoup la nuit, ils travaillent jour et nuit, en fait. Ouais, jour et nuit. Ouais, ils n'arrêtent pratiquement pas. Ouais. Et donc, on les voit dans cette petite vidéo, ils travaillent sur un Raphaël, sur Saint-Michel terrassant le dragon. Donc, ils vont même faire le voyage au Louvre plusieurs fois quand ils ont des comparaisons à faire pour vérifier l'obscurité du tableau, s'ils sont bien dans la justesse. En fait. Voilà, tout à fait. Mais tout ça, c'est à l'œil, vous voyez. C'est pas, je sais pas s'ils font des photos, non. Non, on l'a pas vu. Peut-être on les voit faire une photo. Ouais, si c'est possible, si il faut une photo. Ouais, pour les repérages, quoi, vous voyez. Mais ça n'en est pas pour faire le dessin, parce que je vous dis, ils font petit carré. Voilà. Des vrais pros, quoi, des vrais pros. Ils pourraient très bien s'installer aussi à Paris et faire une copiste au Louvre, parce que je suppose que les copistes du Louvre aussi ont des commandes d'amateurs qui veulent une reproduction de telle ou telle œuvre. Voilà. C'était donc les frères Posin, Marc Landis, faussaire philanthrope. Quand le DVD sortira, je vous le recommande, nous-mêmes, on tire une langue énorme parce qu'on aimerait bien voir un petit peu ce film. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub. L'émission à racaille est consacrée aujourd'hui aux faussaires. D'ailleurs, un auditeur vient encore d'appeler pour nous
pour nous informer que les studios... Alors que le film Le Faussaire, effectivement, passe au studio Galante, donc dans le 5e arrondissement, mais il est programmé une fois dans la semaine. Alors il était programmé la semaine dernière, donc à vérifier si dans les semaines suivantes, ils maintiennent cette programmation. Ouais, et il semblerait qu'il y ait du monde dans la salle. Et voilà, il y a du monde dans la salle et cet auditeur a aimé. Donc, voilà, donc c'est un auditeur de cette émission M, c'est que ça doit valoir le coup. On le soupçonnait d'ailleurs. Voilà, alors les faussaires, et donc notre camarade, néanmoins ami, Piquet-Cou, va vous causer alors là pour le coup d'un génie, parce que pour imiter Vermeer, il faut vraiment en avoir dans le pinceau. Voilà, donc ce faussaire s'appelle Hans von Meegeren, donc il est né en 1889 et décédé en 1947. Donc c'était un peintre néerlandais, c'était un restaurateur d'œuvres d'art, c'était un chimiste autodidacte et donc un faussaire chevronné. C'était l'un des faussaires les plus adroits et remarqués du XXe siècle, puisqu'il a lui aussi réussi à duper des experts et des acheteurs qui lui ont donné entre 25 et 30 millions de dollars américains. Et donc sa vie est liée fortement à celle de Johannes Vermeer, donc ce peintre hollandais qui en fait en son temps n'avait que 35 œuvres à peu près connues. Donc lui, ce Hans von Meegeren, donc c'est une enfance singulière entre un père scientifique, autoritaire, religieux, drastique, et une mère soumise et effacée, peu expressive, et il a un frère qui est voué à la prêtrise. Donc c'est un élève brillant, talentueux, vaillant, mais très sensible, qui est toujours en quête d'approbation. Son professeur Korteling, ayant perçu chez Hans un certain talent pour le dessin et la peinture, suscita très tôt chez lui le désir d'être peintre. Donc Hans s'enthousiasme et comme son mentor, donc pour les couleurs qu'utilisaient les peintres de l'âge d'or et des Pays-Bas. Malheureusement, son père ne partage pas la passion de l'art de son fils et l'envoie étudier l'architecture à l'université de Delft. Ayant trouvé en Korteling un père de substitution, Hans se désintéresse totalement de l'architecture et, encouragé par son professeur, s'adonne à la peinture. Il reçoit plusieurs prix et se distingue très tôt comme portraitiste avec un certain succès. Il voulait vivre de son art et se consacre donc à l'art moderne. Mais il s'en lasse très tôt et retourne vers ses sujets de prédilection, ses thèmes favoris, qui sont les peintres de l'école de La Haye du XVIIe siècle. Là, c'est un désastre. Les critiques d'art, dont l'illustre Brédius ne le ménage pas, il dénigre son travail, stipulant que ses œuvres peu originales sentaient la fatigue et n'étaient que de pâles imitations, si bien que les galeries et les musées n'achètent plus ses peintures. Donc Hans von Meegeren ne reste pas sans se défendre, il s'en prend aux critiques d'art dans un article qui est publié par le magazine Die Kampfan et décide de les faire payer pour la non-reconnaissance de son travail. C'est là donc qu'il devient faussaire, avec pour objectif de créer un faux tellement génial qu'il confondrait ses détracteurs par l'aveu de son pastiche. Donc il se met à copier les styles et les couleurs des artistes du XVIIe siècle, avec une telle perfection et une telle ingéniosité que les méthodes d'authentification de l'époque ne permettent pas de déceler la fraude. Et après avoir passé plus de 6 ans à mettre au point ces techniques, il finit par produire des imitations parfaites et exceptionnelles de peintures de Frans Hals, de Peter de Hoor et de Vermeer, au point que même les meilleurs critiques d'art et les meilleurs experts, ceux qui avant l'avaient donc dénigré, les considèrent comme des peintures authentiques et géniales. Donc il s'attache principalement donc à la création de faux Vermeer, comme sa toile Les disciples d'Emmaüs, qui trompa dans les années 30 et 40 les spécialistes les plus chevronnés et qui vont lui rapporter une petite fortune. Alors pourquoi Vermeer ? Vermeer venait à peine d'être redécouvert et un journaliste attira l'attention sur ses œuvres en 1866 et depuis en fait on s'évertuait dans l'exhumation d'un prochain chef-d'œuvre. On ne lui connaissait qu'environ une trentaine de toiles, dont une seulement était de nature biblique, le Christ chez Marthe et Marie. Donc c'est le sujet parfait pour la prospection d'œuvres encore inédites, même fausses. Donc Hans von Meegeren étudie dans les moindres détails la vie de Vermeer, surnommé le Sphinx de Delft. Donc il étudie ses occupations, ses techniques de peinture et les procédés de l'époque. Donc il fallait que ces faux aient l'air d'avoir été peints il y a 300 ans. Donc il achète de véritables toiles du XVIIe siècle de peintres peu connus. Il fabrique des pinceaux en poil de blaireau. Il retrouve de vieilles formules de préparation de peinture qu'il reproduit avec des matières premières de l'époque comme du plomb, de l'ocre, de l'indigo, du lapis lazuli.
Il développe sa propre méthode de vieillissement, c'est-à-dire qu'il rajoute un produit chimique dans la peinture pour la faire durcir, une double cuisson des tableaux au four à 105 degrés, un passage de plusieurs jours dans un tambour de séchoir, de sorte que les craquelures se forment de façon irrégulière, un nettoyage à l'éponge d'eau et d'encre de Chine noire pour remplir les fissures. Tout ceci sans compter les différentes versions au sec qu'il a dû tester au préalable, de même que de multiples imitations de signatures. Donc Mergueron s'ingénie à trouver donc les intermédiaires parfaits pour la vente de ses chefs-d'œuvre, et pour chaque toile, il invente une histoire plausible. Une vieille famille italienne en souffrance financièrement, une héritière qui doit liquider certains tableaux pour régler ses frais de succession, un marchand d'art dans l'obligation de se départir de certaines œuvres, etc., etc. Le tout sans que le nom de Henn von Mergueron ne soit jamais mentionné. Voilà. De plus, la guerre invitait à la clandestinité, ce qui était un atout supplémentaire pour Mergueron. Et entre 37 et 45, il donne naissance donc à toute une série de petits frères aux disciples d'Emmaüs. Il doit en faire une douzaine environ. Et il se fait malgré tout là aussi rattraper par l'appât du gain et il amasse un véritable pécule. Ce qui voulait au départ, ce qui partait d'une idée de vengeance et de confondre les experts, en fait, il prend goût lui aussi à l'argent. Donc il a une petite fortune qui est investie dans plusieurs dizaines de demeures splendides le long des canaux d'Amsterdam. Il a des bijoux, des tableaux véritables pour le coup de grands maîtres hollandais. Et le 17 mai 45, 9 jours après la capitulation de l'Allemagne, un régiment allié prend possession d'une mine de sel autrichienne. C'est l'histoire qu'on avait racontée des Monumentsmen, je pense. Donc les galeries renferment la collection privée de Göring, c'est-à-dire plus de 6000 œuvres d'art pillées aux quatre coins de l'Europe. Et les GI vont entreprendre de rendre ces œuvres à leurs propriétaires pour arrêter les complices du pillage nazi. Et parmi ces milliers de chefs-d'œuvre, les Américains trouvent un Vermeer non répertorié, le Christ et sa femme adultère. Et en remontant la piste du tableau, ils arrivent à un banquier nazi et celui-ci donne le nom du complice qui lui a vendu l'œuvre, un riche Hollandais. Donc le 29 mai 45, la police hollandaise sonne donc à la porte du peintre et marchand d'art Henn von Mergueron. Et donc là, il est... Pas de peau. Il est abasourdi, il est arrêté et inculpé pour pillage de trésors nationaux hollandais au profit de l'ennemi. Un crime quand même pour lequel il encourt tout simplement la prison à vie. Donc là, il réalise qu'en fait, il n'a pas d'autre choix que de lâcher le morceau pour éviter de finir sa vie derrière les barreaux. Donc il n'avait pas commis le crime dont on l'accuse, puisque le Vermeer qu'il a vendu n'en est pas un. Il affirme très sérieusement que le Christ et la femme adultère n'est un faux, et simplement un faux qu'il a peint lui-même. Donc non seulement Mergueron revendique la paternité de ce Christ, mais il affirme également que pendant 6 ans qu'il a passé dans le sud de la France, il a peint des dizaines de faux Vermeer, dont certains sont accrochés dans de grands musées. Donc il fait une proposition, une simple proposition. Il va montrer qu'il peut peindre un nouveau Vermeer devant témoins. Donc entre juillet et novembre 45, il exécute devant une commission d'experts commanditée par le tribunal, donc une nouvelle œuvre qui ça va s'appeler le Christ au Temple. Et là, les experts se rendent à l'évidence. Mergueron a bien réalisé une falsification parfaite qui confondrait n'importe quel spécialiste. Voilà, donc le monde de l'art est un peu bousculé pendant le procès. Beaucoup, ouais. Les musées du monde entier commencent sérieusement à douter de l'authenticité de certains de leurs Vermeer. Et en étudiant de près le tableau de Mergueron qui est peint devant témoins, les scientifiques de la commission trouvent enfin un moyen de départager les vrais des faux. Un des liants chimiques, la bakélite, qui est utilisée par Mergueron, en fait, a été inventé qu'au XXe siècle. Donc Mergueron ne sera condamné qu'à une petite année de prison pour escroquerie et il meurt pendant cette année d'une crise cardiaque. Voilà. Quel âge il avait ? Il va mourir d'une crise cardiaque dans l'année de son emprisonnement. Donc il y a une dizaine de faux, dont la superbe femme jouant de la musique, qui furent retrouvées dans les collections privées ou dans des musées. Mais en fait, il y a encore un grand silence. Tout n'est pas revenu, quoi. Bien sûr, oui. Oui, parce que là, ça touche pas qu'au monde de l'art, ça touche aussi au monde de l'argent. Et au monde de l'argent et au monde de la crédibilité aussi, parce qu'il y a certains experts ou certains musées qui doivent la mettre en sourdine. Alors, moi, je suis heureux, si vous saviez, mais heureux de connaître tous ces gens-là. Mais alors, ça fait du bien dans ce monde pourri. Mais lui, il ne pouvait pas imaginer qu'effectivement son tableau serait retrouvé dans la collection de Göring. Enfin, il pouvait pas... Un concours de circonstances extrêmement malheureux.
On va peut-être, je parle des expositions peut-être tout de suite. Oui, tout de suite, oui, bien sûr. Donc nous, on va juste rappeler deux expositions. Donc Julien Signolet, qui est sculpteur et élève de René Coutel, qui est venu dans notre émission il y a 15 jours, ouvre son atelier au 175 rue de la Roquette pendant une dizaine de jours, donc du 20 au 30 juin. Et il y a un vernissage donc le samedi 20 juin entre 14 et 22 heures. Et toujours Anne van Linden, qui est venue aussi comme invitée dans notre émission, a toujours ses toiles à Publico jusqu'au 27 juin. Oui, il y aura un pot pour le décrochage, je sais pas quoi. Voilà. Bien, merci Dominique. Maintenant, on va passer aux œuvres de la FA, les éditions du Monde Libertaire, un bouquin qui vient de sortir, La fin de la première internationale. Selon Bakounine, aucune idéologie ne devait dominer dans l'international, qui devait être un mouvement de masse, et c'est pourquoi il combattit Marx. Après que l'international dite anti-autoritaire a surmonté la crise due aux manipulations bureaucratiques, elle devient anarchiste, allant à l'encontre de ce que voulait Bakounine et précipiter la chute de l'organisation qui devient un groupe affinitaire. René Berthier propose une interprétation qui sort des idées reçues concernant un épisode important de l'histoire du mouvement social. Voilà. René Berthier, vous savez, qui est un compagnon et qui écrit beaucoup, souvent en tout cas dans le Monde Libertaire, et qui publie des bouquins aussi aux éditions du Monde Libertaire. Voilà. Le prix, c'est 16 €. C'est dans la collection hors collection. Voilà, je vous recommande cette petite maison d'édition. Et puis le Monde Libertaire. Alors, une camarade nous avait dit que le Monde Libertaire arrêtait. Non, que nenni, camarade Christiane. Le Monde Libertaire ne s'arrête pas, mais sa parution va changer. C'est-à-dire qu'il va passer de hebdomadaire à mensuel. Voilà. Alors, la formule évolue, voilà. Et les tarifs vont évoluer aussi. Le calcul tiendra compte des nouveaux circuits de diffusion, du nombre de pages et du nombre d'exemplaires. Hein? Cette évaluation ne peut être faite avant fin juin, au plus tôt. Nous vous tiendrons bien sûr informés par courrier dès que nous aurons arrêté le nouveau tarif. Voilà. La période 2015-2016 sera une année de transition au cours de laquelle nous allons construire une nouvelle formule. Elle sera bimestrielle à partir de septembre, très proche dans son volume, sa présentation et sa qualité de l'actuelle hors-série. Puis autour de janvier 2016, elle deviendra mensuelle. Le numéro que vous avez entre les mains est donc le dernier de cette série hebdomadaire de 36 ans. Et ce numéro, c'est le 1777 du 4 au 11 juin 2015. Voilà, chère Christiane. Donc, le Monde Libertaire continue à apparaître sous une autre forme, mais qui vive, c'est le principal. Pour nous, c'est un outil de propagande incontournable, indispensable, et tant mieux qu'il continue d'une formule ou une autre, on s'en tape, l'essentiel c'est qu'il existe. Voilà! La librairie Publico, notre chère librairie. Voilà. Elle a besoin de vous, évidemment, comme toutes les œuvres de la FA, parce que c'est un espace militant accessible toute l'année, avec considérablement des rayons considérablement alimentés en livres et publications diverses et variées, des DVD, des CD, voilà, il y a tout ce qu'il vous faut là-bas, il y a des fly, il y a plein des pins, des t-shirts, des sweats, voilà. Alors vous pouvez nous adresser un chèque à l'ordre de Publico pour nous soutenir, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, en espèces, ou CB directement à la librairie, ou sur notre site, librairie-publico.com. Notre camarade Laurent, qui est en vacances actuellement, mais ça va pas durer éternellement, vous savez, les vacances de militants, c'est assez bref, mais il en a besoin pour se reposer, parce que vraiment, il a un boulot considérable dans cette librairie, il est tout seul maintenant. Alors, ils étaient deux, il y avait Max et lui, maintenant il n'y a plus que notre Laurent. On lui souhaite des très bonnes vacances, qu'il se requinque, qu'il ait moins de valoche sous les yeux, on sera content, parce que nous on l'aime, notre Laurent. Voilà. Et puis Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une œuvre aussi de la Fédération anarchiste, que vous écoutez en ce moment, qui émet 24 heures sur 24, et qui a aussi besoin de vous. Mais là, vous pouvez nous aider en achetant la carte d'auditeur, voyez-vous, qui coûte 20 € et que vous pouvez trouver à la librairie Publico, 145 rue Amelot, toujours la même. Vous pouvez faire plein de choses à la librairie Publico. Vous pouvez venir aussi à Ami.
de la radio. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous abonner au Monde Libertaire, au Monde Libertaire, au hors-série, à tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est à la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e. Notre radio émet, je répète, vous pouvez l'écouter sur le net, en différé ou en live. Vous pouvez l'écouter, chaque émission, elles sont en podcast pendant 1 mois. Et vous tapez Radio Libertaire, grille des émissions de Radio Libertaire, et puis vous aurez une fenêtre où les grilles apparaîtront et vous pouvez écouter toutes vos émissions préférées. C'est http:// écoutez sans accent aigu, radio-libertaire.org. Voilà. Mais vous mettez Radio Libertaire sur le net et puis vous y accédez plus facilement. Pas la peine de retenir tout ce que je vous dis. Voilà. Donc c'était l'émission Arracaille. Personnellement, je vous dis salut les copines, salut les copains. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Et on termine avec Paco Ibanez, La Poesia, Estunarma, Cargata, des Futuro. Et tout de suite, un petit coucou à Claude, André, Claudine, Christiane, Annick et Karine. Voilà. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.